Vous avez lancé votre programme d'excellence opérationnelle, donc le budget est validé, les formations déployées, les consultants sont payés. 6 mois plus tard, vos équipes sont retournées aux anciennes méthodes. Vos KPI stagnent et votre direction vous demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Le problème n'est pas votre équipe, le problème n'est pas les outils. Ce ne sont pas les outils. Le vrai problème, c'est que l'excellence opérationnelle telle qu'elle est vendue aujourd'hui ignore complètement comment fonctionne le cerveau humain. Bonjour à tous, je suis Yacine Rezzougui et aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 erreurs fatales qui sabotent votre programme d'excellence opérationnelle avant même qu'il ne commence. Plus important encore, je vais vous donner les solutions concrètes pour que ça marche. Alors, au programme dans cette vidéo, voici ce que nous allons voir. Donc, dans cette vidéo, on va voir déjà l'erreur numéro 1, c'est la formation unique. Pourquoi votre formation de 3 jours est neurologiquement vouée à l'échec? Ensuite, on aura l'erreur numéro 2. C'est le mythe du changement culturel. Donc arrêtez de vouloir changer la culture, changer le contexte. L'erreur numéro 3, ça va être l'absence de sécurité psychologique. Comment votre peur du conflit tue toutes vos initiatives. L'erreur numéro 4, c'est le piège de l'autorité formelle. Pourquoi vous n'avez pas besoin de pouvoir pour avoir de l'influence. Et enfin, l'erreur numéro 5, c'est l'oubli du facteur humain. Les processus servent les gens, jamais l'inverse. Alors, la formation unique, parlons franchement. Vous organisez une formation de 3 jours sur le Lean, sur le Six Sigma ou l'excellence opérationnelle de manière générale. Tout le monde y assiste, les participants prennent des notes, certains posent des questions. Vous pensez que c'est gagné, c'est bon, ils ont participé. Sauf que la recherche en sciences cognitives nous dit autre chose. La courbe de l'oubli des bingos. Cette courbe-là démontre qu'après 24 heures, 70% de l'information est déjà perdue. Après une semaine, vos collaborateurs ne se souviennent que de 10% du contenu. Votre formation à 15 000 € vient de partir en fumée. Donc, pourquoi ça? Parce que le cerveau ne retient pas ce qu'il entend une seule fois. Le cerveau retient ce qu'il pratique, ce qu'il répète et applique dans son contexte quotidien. Vous ne pouvez pas télécharger des compétences comme un logiciel. L'apprentissage demande de la répétition espacée, ça demande du feedback immédiat et de l'application concrète. Donc la solution n'est pas de faire des formations plus longues, la solution est de faire des interventions plus courtes justement, avec plus de fréquence et aussi plus pratiques. Donc au lieu d'avoir une formation de 3 jours, faites 6 sessions d'une heure par exemple sur 6 semaines. Et entre chaque session, donnez une micro-action à réaliser. Créez des rituels d'équipe où on pratique ensemble. Donc transformez la formation en coaching terrain. Donc l'erreur numéro 2, le mythe du changement culturel. Donc combien de fois avez-vous entendu? Le problème ici, c'est la culture. Tant qu'on n'aura pas changé la culture, rien ne marchera. Donc la culture, ça peut prendre des années. Cette phrase est devenue l'excuse parfaite pour justifier tout échec. Sauf que la culture n'est pas quelque chose qu'on change directement. La culture, c'est le résultat de milliers de micro-comportements quotidiens qui sont eux-mêmes déterminés par le contexte dans lequel les gens travaillent. Donc prenons un exemple. Vous voulez une culture où les équipes signalent les problèmes rapidement. Mais à chaque fois qu'un employé signale un problème, il se fait réprimander ou on lui dit de se débrouiller seul. Le message reçu est clair, ferme-la et ne crée pas de vagues. Vous pouvez mettre finalement tous les posters motivants que vous voulez sur les murs, le comportement restera le même. La vraie question n'est pas comment changer la culture, la vraie question c'est quel contexte créer pour que les comportements que je veux voir émergent naturellement. Si vous voulez que les gens signalent les problèmes, célébrez publiquement ceux qui le font. Remerciez-les. Montrez que signaler un problème n'est pas une faiblesse mais une force. Le contexte dicte le comportement et le comportement répété crée la culture. L'erreur numéro 3, donc l'absence de sécurité psychologique. Vous lancez un atelier Kaizen, vous demandez à l'équipe quels sont les problèmes que vous rencontrez et là, silence radio. Personne ne parle. Vous insistez, quelqu'un finit par dire un truc un peu vague, sans importance, et l'atelier finalement ne mène à rien. Ce n'est pas parce que votre équipe n'a pas de problème, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour les partager. Donc la sécurité psychologique, c'est la conviction qu'on peut prendre des risques interpersonnels sans être puni, sans être humilié ou sans être rejeté. Sans sécurité psychologique, toutes vos initiatives tombent à l'eau. Les gens cachent les erreurs, ils ne posent pas de questions pour ne pas finalement avoir l'air idiot ou incompétent.
Ils appliquent les procédures à la lettre même quand elles ne font aucun sens. Parce que c'est plus sûr que de proposer une solution et de risquer de se faire réprimander. Donc comment créer cette sécurité psychologique? D'abord, admettez vos propres erreurs publiquement, ça peut être un premier pas. Si vous êtes manager et que vous ne montrez jamais votre vulnérabilité, vous créez une culture de perfection impossible. Deuxièmement, quand quelqu'un partage un problème ou une erreur, remerciez-le explicitement avant de parler solution. Troisièmement, séparez clairement la personne du problème. On ne critique jamais l'individu. On analyse le processus qui a permis l'erreur. L'erreur numéro 4, le piège de l'autorité formelle. Vous me dites souvent en tant que manager, je suis coincé, je suis responsable des résultats, mais je n'ai aucune autorité. Aucune autorité réelle. Mon chef me micromanage, je ne peux ni embaucher, ni virer. Comment voulez-vous que je transforme quoi que ce soit parce que je n'ai pas l'autorité formelle? Je comprends parfaitement cette situation. Mais voici la vérité. L'autorité formelle, elle est surestimée. Ce qui compte vraiment, c'est l'influence. Et l'influence ne vient pas de votre titre. Elle vient dans un premier temps de 3 choses essentielles. Votre crédibilité, votre capacité à écouter et votre constance. C'est la différence entre un leader désigné et un leader naturel. Donc, votre crédibilité, votre capacité à écouter et votre constance. Premièrement, la crédibilité. Elle se construit en faisant ce que vous dites. Un peu de congruence, ça fait pas de mal. Par exemple, si vous promettez de suivre un problème, faites-le. Si vous dites que vous allez protéger l'équipe, protégez-la. Votre parole doit devenir ou doit être fiable. Deuxièmement, l'écoute. C'est donner aux gens le sentiment d'être entendus avant de proposer des solutions. Poser des questions ouvertes, reformuler ce qu'ils disent, valider leurs frustrations avant de challenger leurs conclusions. Et troisièmement, la constance. La constance, c'est montrer les mêmes valeurs dans toutes les situations, pas seulement quand c'est facile. Donc, quand vous avez ces 3 éléments, les gens vous suivent, même si vous n'êtes pas leur chef. L'influence traverse les hiérarchies. L'autorité formelle, non. L'erreur numéro 5, l'oubli du facteur humain. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas qu'un problème technique, c'est surtout un problème humain. Vos processus peuvent être parfaits sur le papier, vos outils peuvent être les meilleurs du marché, mais si vous ignorez les émotions, si vous ignorez les peurs et les besoins psychologiques de vos équipes, vous échouerez. J'aime beaucoup la citation de Fujio Cho, qui est l'ancien président de Toyota, un président d'honneur, qui nous dit « Nous obtenons des résultats brillants grâce à des personnes moyennes, qui gèrent, eux, des processus brillants. Tandis que nos concurrents obtiennent des résultats moyens, ou pire, grâce à des personnes brillantes qui gèrent des processus défaillants. » Donc ici, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des personnes ultra compétentes, tant qu'ils peuvent suivre d'excellents processus. Mais si ces personnes ont une compétence moyenne, avec d'excellents processus, mais qu'ils ont un mauvais comportement, donc conflit avec d'autres salariés, pas de motivation, ou ils sont de bonne volonté, mais ils se sentent en insécurité psychologique, etc. Ça pose problème. Il faut savoir que chaque personne dans votre organisation est guidée par 3 besoins fondamentaux d'après Clayton Alderfer. Il y a premièrement l'existence, donc là c'est la sécurité physique et psychologique. Il y a la relation, l'appartenance et la reconnaissance, et il y a la croissance, l'apprentissage et la contribution. Quand ces besoins sont menacés, le cerveau active son système de survie, et un cerveau en mode survie ne peut pas apprendre, ne peut pas collaborer, il ne peut pas innover. Donc votre rôle de leader, ce n'est pas de forcer le changement, votre rôle est de créer les conditions pour que le changement devienne possible. Ça signifie rassurer sur la sécurité, créer des liens, donner du sens et montrer comment chaque personne contribue à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Donc imaginez, vous essayez de faire pousser un arbre, vous avez les meilleures graines, vous avez les meilleurs outils de jardinage, mais vous plantez des graines dans un sol toxique, sans eau, sans lumière. Est-ce que vous allez blâmer les graines? Non, parce que les graines sont parfaites. Le problème, c'est l'environnement. C'est exactement ce qui se passe avec l'excellence opérationnelle. Les outils fonctionnent, le Lean marche, le Six Sigma donne des résultats, mais si vous les plantez dans un environnement de peur, de cynisme et de micromanagement, ils ne prendront jamais racine. Donc votre premier travail n'est pas de déployer des outils, votre premier travail c'est de préparer le terrain, créer de la sécurité psychologique, établir la confiance, montrer la constance. Ensuite seulement, les outils donnent des résultats. Vous voulez commencer dès lundi? Voici votre micro-action. Alors, choisissez une personne de votre équipe
une seule, allez la voir sur le terrain et posez-lui cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler au quotidien? Puis fermez-la. Écoutez vraiment. Ne vous justifiez pas, ne proposez pas de solution immédiatement, juste écoutez et reformulez ce que vous entendez. Cette conversation va vous apprendre 3 choses. D'abord, les vrais obstacles que votre équipe rencontre. Deuxièmement, comment cette personne perçoit votre leadership. Et troisièmement, si vous avez créé assez de sécurité psychologique pour qu'elle soit honnête avec vous. L'excellence opérationnelle commence par là, par une conversation authentique, par l'écoute, par la reconnaissance. La reconnaissance que les processus sont au service des personnes, jamais l'inverse. Quand vous maîtrisez ça, tout le reste suit naturellement. C'est un travail plus efficace parce qu'il est plus humain. Et c'est ça la vraie excellence opérationnelle, la vraie performance bienveillante. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.